Ok, c'est bon pour toi? Oui, c'est tout bon. Bon. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. Bienvenue sur ce premier interview Osmose à destination de toutes les personnes qui ont envie de mettre un peu plus de développement personnel dans l'éducation et à commencer par l'éducation dans son propre foyer. Olivier, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel parcours tu as peut-être que tout le monde ne te connaît pas, donc ce serait l'occasion de corriger ça très vite. Alors, je vais essayer de faire court, hein. Moi, je suis tombé dans la marmite de ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui très jeune, à l'occasion d'un séjour que j'ai fait aux États-Unis. J'avais 17 ans comme étudiant d'échange. Je suis tombé sur mes premiers livres là-dessus. À l'époque, on ne parlait pas tellement de développement personnel d'ailleurs, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était le développement du potentiel humain. C'était de se dire, mais finalement, on a tellement plus d'aptitudes et de capacités que ce qu'on imagine. Quelles sont-elles? Comment est-ce qu'on peut les développer? Donc, je balayais très large et ça incluait non seulement le développement personnel, mais ce qu'on appelle aussi la spiritualité au sens très large. Et puis, il se trouve que cet intérêt que j'ai eu, plus la maîtrise de l'anglais, m'ont rapidement amené dès l'âge de 21-22 ans à devenir traducteur et interprète dans ces domaines-là. Donc, à ce jour, j'ai dû traduire à peu près une centaine de livres de développement personnel de tout un tas d'auteurs que beaucoup de gens connaissent. Je cite souvent Miguel Ruiz, mais il y a aussi bien Dan Millman, Le Guerrier Pacifique, Greg Braden, Indolan Walsh et plein d'autres. Et puis, parallèlement, à écrire, moi aussi, sur ce sujet-là, écrire toujours en fonction d'une expérience vécue. C'est-à-dire que mon obsession, moi, c'est la mise en pratique. Ce n'est pas d'étudier de manière abstraite les choses, c'est de se dire comment est-ce que ça peut changer ma vie. C'est-à-dire comment je peux aller mieux. Physiquement, je me suis beaucoup intéressé à la santé. Euh, Au niveau relationnel, émotionnel, on en parlera, mais pour moi, l'école fait de nous des handicapés relationnels et émotionnels parce qu'elle ne mise que sur l'intellect. Donc, j'ai eu très rapidement conscience de cet handicap et envie d'aller chercher des moyens et des outils pour le compenser. Et, euh, et je n'ai pas cessé depuis 40 ans d'aller tout le temps chercher des outils, de les partager à la fois comme traducteur, comme éditeur, comme journaliste, comme auteur de plus d'une vingtaine de livres aujourd'hui. Et d'ailleurs, depuis peu de temps, depuis 2-3 ans, je suis devenu auteur pour enfants parce qu'il y a maintenant toute une génération de parents qui ont à leur tour envie de transmettre ce qu'ils ont appris à leurs propres enfants. Donc on sent qu'il y a quand même un mouvement qui se dessine, même si quand on est un pionnier comme moi, on est toujours frustré, on voudrait que les choses aillent 10 fois plus vite, mais c'est comme ça. Ouais. Voilà, les choses avancent, mais elles avancent toujours plus lentement que ce qu'on souhaiterait. Ouais. Et comment tu es arrivé à écrire des livres pour enfants? Tu disais que c'est les parents, c'est des parents qui sont venus te chercher là-dessus. C'est toi qui as envie de t'adresser à ce public-là particulièrement? Non, c'est un espèce de clin d'œil cosmique de la vie. C'est-à-dire qu'en 98, si ma mémoire est bonne, je suis tombé sur le manuscrit du livre encore non publié de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou des murs. J'ai eu la chance de pouvoir le publier aux éditions Jouvence et de me former avec Marshall Rosenberg. Et à cette époque-là, mon fils aîné avait à peine 4 ans. Il était dans une école Montessori en Haute-Savoie. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de transmettre au moins quelques bricoles de ça à des tout petits? Donc évidemment, quand on veut s'adresser à des enfants, on se dit, on va faire un petit conte voilà, avec des animaux. Donc j'avais un petit personnage, petit lapin comme personnage principal. J'écris un petit conte et je vais le lire dans l'école de mon fils aux 16 enfants, plus les 2 institutrices. Et puis on demande aux enfants de faire des petits dessins. Donc ils font ces dessins et les éditions Jouvence avaient leur bureau à 3 km de cette école. Donc on a fait venir tous les enfants de manière à ce qu'ils voient comment est-ce qu'on fait un livre. C'est-à-dire qu'on a pris leurs dessins, on les a scannés, paf, ça apparaît à l'écran, petite mise en page, etc. Et quand je dis un livre, en réalité, c'était une brochure de 20 pages dont on a tiré une vingtaine de photocopies pour les enfants, pour les maîtresses, et puis j'en ai gardé quelques-unes.
Et puis, en guillemets, fin de l'histoire. Je dis fin de l'histoire parce qu'à l'époque, j'ai envoyé à tout hasard ce petit conte à une édition genevoise qui fait des choses pour les enfants, La Joie de lire, et qui ont décliné la proposition. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas un auteur pour enfants. Et j'ai raconté ça pendant 18 ans, je ne suis pas un auteur pour enfants, jusqu'à ce que ma belle-sœur, en 2018, tombe dans cette bibliothèque derrière moi sur l'original de ce petit livre, cette brochure, puis ils me disent, mais il faut absolument que tu publies ça. Elle est instite pour les tout petits à Genève. Bon, sincèrement, j'y croyais pas beaucoup, mais elle a tellement insisté que je me suis dit, bon, ça va me prendre 2 heures de faire un beau courrier, d'envoyer ça à 4-5 éditeurs jeunesse, et puis on verra bien. Et puis tout de suite, il a été pris par Père Castor, l'éditeur mythique quand même dans la francophonie de livres pour enfants. Et ce livre fait un carton absolu depuis 2 ans. Il est dans les 200 meilleures ventes d'Amazon, où il y a à peu près 1,5 million livres quand même, depuis le début. Et donc les parents m'ont demandé d'autres livres, j'en ai fait un deuxième. Les éditions Jouvence m'ont demandé après un livre sur les accords Toltec pour les enfants. Et je me retrouve aujourd'hui avec mes 3 meilleures ventes qui sont 3 livres pour enfants, alors que je ne m'étais jamais destiné à être auteur pour enfants. Donc la vie a vraiment le sens de l'humour. Ouais, c'est super comme histoire. D'accord. Et à ce sujet-là, quel est ton avis? Il y a un âge pour commencer à parler de ce sujet-là aux enfants? Depuis toujours, on peut commencer à n'importe quel âge. Est-ce qu'il y a un âge où ils commencent à être réceptifs à toute cette partie développement personnel, justement, moins intellect, plus ressenti, plus intérieur? Alors, ma conviction profonde, qui n'est pas que la mienne, hein, qui est celle de nombreux grands pédagogues à travers les décennies, sinon les siècles, c'est que au moins jusqu'à 7 ans, l'enfant, il apprend tout par mimétisme. Il apprend comme une éponge. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on lui dit qui va l'instruire, c'est ce qu'on est. Donc, l'enfant va imiter ses parents dans les moindres détails, dans leur réaction émotionnelle, dans leur façon de bouger, de vivre. Il fera la même chose avec les figures d'autorité importantes autour de lui, ses profs, ses grands-parents, d'autres personnes autour de lui. Donc, ce n'est pas tellement une question de discours. Bien sûr que c'est bien de lire des histoires, de partager des contes, de partager du contenu, on va dire, verbal, mais en ayant bien conscience que ce qui va faire éventuellement la force, l'impact de ce qu'on va lire, c'est est-ce qu'on est nous-mêmes capables de vivre ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on en est des exemples vivants? Si c'est oui, ben c'est tout gagné. Si c'est non, le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on est risque quand même d'atténuer en grande partie l'impact pédagogique simplement d'un livre qu'on va lire ou d'une histoire. Après, pour aller un peu plus loin dans ta question, moi j'ai vu, je pense à un grand ami que j'ai, je crois qu'il a dû lire Miguel Ruiz, il avait 12 ans. Et ça l'a complètement halluciné. Il a cette jolie formule que j'aime beaucoup, Gabin. Il dit, j'en revenais pas que ce papy mexicain me connaissait mieux que moi. Je trouve ça super joli. Donc après, ça dépend du contexte, ça dépend des gens, ça dépend des livres. Il y a des auteurs qui ont une capacité à dire les choses de manière très, très simple, très accessible. Et petite parenthèse, moi, je suis convaincu que tout l'essentiel peut être enseigné aux enfants. C'est-à-dire, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est trop compliqué dans sa tête. Mais si on va à l'essentiel, si on va vers la simplicité, on peut parler de tout ce qu'il y a de plus important, que ce soit la santé, les relations humaines, les émotions, que ce soit même la spiritualité ou la philosophie. Franchement, ce n'est pas compliqué de pouvoir aborder ces sujets-là avec des enfants. Mais comme tu dis, c'est l'aborder, mais aussi de s'en imprégner soi-même et d'être en effet exemple sur le sujet. C'est intéressant, c'est pas juste raconter une histoire sur la gestion des émotions, mais il faut aussi montrer soi-même qu'on essaye de travailler la gestion de ses émotions et qu'on contrôle, qu'on essaie de les contrôler le mieux possible finalement. Alors, je ne sais pas si le mot contrôler est tout à fait le bon mot, mais en tout cas, qu'on s'efforce de vivre avec, ouais, enfin, oui, de savoir leur laisser la place qui est la leur, ni de les refouler et puis ensuite faire des pathologies psychosomatiques, ni de les laisser s'exprimer n'importe comment puis de tout dévaster sur son passage. Voilà, on sait vivre avec et on sait en tirer le meilleur, puisque si elles sont là, si on a une vie émotionnelle, c'est qu'elle a une raison d'être, bien entendu, dans notre existence.
Hmm. Et dans tes parcours, tu sais que tes enfants sont dans une école Montessori. Il y a on en parlait rapidement tout à l'heure, il y a des écoles, il y a des pays où ces sujets sont beaucoup plus abordés que ce qu'on peut avoir en France. Tu as vu des choses intéressantes pas plus dans le cocon familial, mais plutôt dans l'école, l'institution école. Non, je suis pas un expert là-dedans. Il faudrait que tu contactes un jour mon amie Isabelle Servant à Montpellier, qui s'est pour le coup beaucoup intéressée à ce qui se fait comme ça très largement. Et puis, il y a une autre personne dont le nom me reviendra aussi, d'origine italienne, qui a beaucoup aussi écrit là-dessus. Ce que je vois, c'est que souvent, ça dépend de personnes. Voilà. Parce qu'il y a un système, par exemple en France, il y a l'éducation nationale ou même les réseaux d'écoles alternatives à côté, mais c'est toujours une histoire de personnes. Ici, là où je vis, il y a une école qui est une école privée, qui n'est pas Montessori, Steiner ou quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il y a actuellement une équipe de direction qui est ouverte Mm. sur toutes ces questions-là. Donc, forcément, ben, ils amènent des livres, ils amènent des cours, ils poussent les instituts à suivre des stages, et puis il y a une dynamique qui se crée, au moins pendant un temps, pendant que c'est cette équipe-là qui dirige, que ce soit dans des collèges, dans des écoles primaires, dans des toutes petites écoles aussi, on voit que des fois, il y a un prof, il y a une institut qui est là, et puis qui est touché par ces choses-là et qui va trouver le moyen de les faire passer. Moi, je suis touché, par exemple, de voir les instituts qui m'écrivent et qui me disent ben, on a lu tel de vos livres ou on a vu le dessin animé Chevalier des temps modernes que ma belle-nièce Mélissa a tiré d'un de mes livres, Les accords Toltec et une chevalerie relationnelle. Ce dessin animé qui a été vu au moins 600 000 fois aujourd'hui, il est énormément montré dans les toutes petites écoles parce que il est tout simple, il est court, il est vraiment fait pour les enfants. Et c'est une très jolie manière, en utilisant en plus l'imagerie de la chevalerie, de faire passer quelques notions auprès des enfants. Donc, c'est vraiment beaucoup une affaire de personnes. Euh, Vouloir changer l'éducation nationale ou en Suisse l'instruction publique ou d'autres systèmes équivalents, c'est un peu mission impossible. Ce qu'on constate en revanche, c'est qu'il y a un mouvement de fond qui se fait, que petit à petit les parents s'ouvrent à certaines choses, petit à petit les profs qui sont aussi eux parents, puis qui sont aussi de leur époque et qui entendent des choses, ben, testent, et que lorsque les choses ont pris suffisamment, je dirais, de maturité, d'ampleur, qu'on a aussi balayé toutes les angoisses qu'on a systématiquement face à quelque chose de nouveau, hein, Mm. eh bien, un jour, enfin, ces choses-là peuvent un peu se généraliser. Mais c'est quelque chose de très lent. Donc, comme tu le disais au début, si on veut partager ça avec ses enfants, il vaut mieux s'en occuper soi-même dans un premier temps qu'attendre d'avoir le bon prof ou le bon collège ou le bon endroit où on aura des gens qui non seulement s'intéressent à ça, mais qui ont la possibilité de le faire, parce qu'il y en a qui s'intéressent, mais le cadre est trop restrictif pour qu'ils puissent vraiment mettre ça en œuvre dans l'institution où ils travaillent. Ouais, bien sûr. Et tu aurais des petits conseils à donner des parents qui se disent, bah oui, très bien, moi j'ai envie d'aborder ce sujet-là, mais peut-être que je suis un peu démuni, par quoi je commence, comment je peux faire, est-ce qu'il y a des petits rituels à mettre en place, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me guider, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à dire à ces personnes-là? Alors pour moi, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de livres qui font partie de ce que j'appelle l'alphabétisation relationnelle et émotionnelle. J'aime bien utiliser ce terme-là parce qu'on a beau avoir passé des fois 15 ans, 20 ans à l'école, être surdiplômé, bac plus 10 ou je ne sais quoi, on peut être en même temps un analphabète relationnel complet. On le voit malheureusement en politique où on a des fois des gens absolument brillants intellectuellement, mais à qui manquaient complètement les compétences humaines. Et les compétences humaines, c'est la courroie de transmission entre la tête et les mains. C'est-à-dire, si je n'ai pas cette courroie de transmission, j'ai des super idées, j'arrive juste pas à les mettre en œuvre parce que je ne fais qu'attirer des inimitiés ou des incompréhensions autour de moi. Donc, développer ces compétences-là, pour moi, c'est vraiment probablement le plus grand levier de changement sociétal que nous ayons à notre disposition aujourd'hui. Et par rapport à ça, alors les outils sont nombreux,
Mais finalement, les compétences, il n'y en a pas tant que ça. En Suisse, il y avait, enfin, je dis il y avait parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais Yves-Alexandre Talman, dont j'ai eu la possibilité de publier quelques livres chez Jouvence, s'était intéressé durant un master qu'il avait fait au Québec, où là-bas, ils avaient justement recensé quelles étaient les compétences interpersonnelles, ils appellent ça compétences interpersonnelles, de base que chacun devrait développer pour avoir une vie assez épanouie. C'est aussi quelqu'un peut-être que tu pourrais contacter un jour. Euh, Moi, il y a deux livres que j'ai eu la chance de publier et qui sont pour moi des livres de base de cette alphabétisation relationnelle émotionnelle. C'est d'une part le livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente et d'autre part, ben, c'est évidemment le livre de Miguel Ruiz sur les fameux accords Toltec. Ce sont deux livres qui nous donnent des clés accessibles à tout le monde et qui vont progressivement changer en profondeur notre manière de vivre au quotidien. La CNV notamment, moi je me rappelle de Marshall animant ses conférences des fois devant 500 personnes avec ses oreilles de chacal et ses oreilles de girafe et ses marionnettes. C'était un showman par certains côtés, en plus il avait une guitare, il faisait de la musique, etc. J'aime bien cette image des oreilles parce que pour moi, la CNV, dans un premier temps, ça a été acquérir de nouvelles oreilles. Mm. J'avais des oreilles qui étaient parfaitement capables d'entendre les mots, ce que les gens disaient intellectuellement et d'analyser la pertinence logique, intellectuelle, rationnelle de ce qu'ils disaient, mais je n'avais pas d'oreilles pour entendre les émotions qui s'exprimaient à travers ces mots et pour aller questionner, aller rechercher quel était le ressenti, le besoin, l'aspiration, voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et tout d'un coup, j'ai acquis une nouvelle paire d'oreilles et dans les mêmes conversations qu'avant, j'entendais des choses auxquelles j'étais sourd jusque-là. Donc ça, c'est un outil assez génial. Je m'empresse d'ajouter une chose très importante, je le dis toujours, mais on ne le dira jamais assez. C'est Abraham Maslow, l'un des pères de la psychologie transpersonnelle, qui disait « À qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a acquis une seule méthode, par exemple la communication non violente, on commet l'erreur de croire que tous les problèmes de la planète, tous les problèmes avec nos enfants, tous les problèmes au travail vont pouvoir se résoudre avec la CNV. C'est comme si on se disait, bah, ma maison, je peux la construire juste avec un marteau. Bah non, un marteau, c'est super, mais tu as besoin d'une tenaille, tu as besoin d'une scie, tu as besoin d'une perceuse, tu as besoin d'une pince, etc. Donc l'idée, c'est que quelle que soit la valeur d'un outil, ne pas s'enfermer dedans parce qu'il a forcément ses angles morts, il a forcément ses limites et que si on s'enferme dedans, on ne va pas les voir et un jour, cet outil peut même se retourner contre nous. Il n'y a pas un outil qu'on puisse ne pas mal utiliser. On peut mal utiliser la CNV, on peut mal utiliser le pardon que j'ai enseigné pendant 10 ans, on peut mal utiliser les accords Toltec, comme le dit avec beaucoup d'humour le fils de Miguel Ruiz Jr. Donc, pour éviter ce travers-là, de se mettre à mal utiliser un outil, une méthode qui nous plaise, ben, si on élargit, on en acquiert 1, 2, 3, 4 différents, on commence à avoir une trousse à outils. Et puis, des fois, on va se dire, ah ben là, je pense que c'est avec cette approche-là. Puis, des fois, on se dira, ben non, dans ce cas-là, je vais vraiment passer par autre chose, par une autre. Je fais ce distinguo très important parce que la CNV en particulier s'est énormément développée. Moi, quand j'ai connu Marshall, il y avait moins d'une dizaine de formatrices à la CNV autour de lui. Aujourd'hui, je pense qu'on les compte par centaines, peut-être par milliers. Et comme souvent, quand quelque chose se développe beaucoup comme ça, on en perd ce recul. Il y a des gens qui en ont presque fait leur religion. Et autant je trouve que c'est un outil magnifique que je n'arrête pas de promouvoir depuis 20 ans, autant je ne manque jamais une occasion de rappeler que c'est un outil et ce n'est pas quelque chose d'universel, ce n'est pas un couteau suisse et qu'il est important d'aller s'enrichir d'autres outils dans le même temps. De manière analogue, le deuxième exemple que je donnais, c'était les accords Toltec. Sincèrement, quand je lis ce livre en 98 en anglais, je me dis waouh, le pur cadeau. Franchement, tu tombes sur un bouquin comme ça tous les 20 ans dans une carrière d'éditeur, tu peux t'estimer déjà très chanceux. Voilà. Il avait tout pour plaire, pour moi, une simplicité absolue,
qui paradoxalement a été un défaut en France où on aime les choses compliquées. Donc, pendant 6-7 ans, ce livre ne s'est transmis que par le bouche à oreille. Il a été boudé par tous les journalistes, tous les critiques, toute l'intelligentsia qui est complètement passée à côté de cette richesse. Donc, il est simple, il est accessible, il est lisible par tout le monde et il donne des clés fondamentales que chacun peut s'approprier sans demander aucune adhésion à une croyance, à une philosophie, à un système de pensée. C'est un code de conduite et on peut le mettre en pratique, qu'on soit bouddhiste, chrétien, athée, juif, musulman, ce qu'on veut. Et ça, c'est quand même une très belle qualité qu'il y a dans ces clés-là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont transformé leur vie, soit avec la CNV, soit avec les accords Toltec, soit avec ça, plus d'autres outils, d'autres approches, que ce soit Byron Katie, que ce soit Eckhart Tolle, que ce soit plein d'autres, qui ont chacun apporté un élément pour se faire une belle trousse à outils. Ouais. C'est ça qui est assez surprenant avec les accords Toltec, par exemple, c'est que ça paraît en effet très simple. Ça paraît une évidence, en fait. On se dit, ouais, c'est vrai que c'est plein de bon sens, plein de logique, c'est hyper agréable à lire et ça donne une vision, ça ouvre un peu les yeux. Et en même temps, ça paraît assez presque insurmontable de se dire mais comment je peux réussir à ne pas interpréter ce qu'on va me dire, puisque j'ai le réflexe presque systématique de le faire, comment je peux contrôler, avoir une parole impeccable, ça paraît une évidence, mais en même temps, on se rend compte que en permanence, on va avoir le petit mot mal choisi, la réflexion qui ne va pas, et c'est en ça que un des accords est intéressant sur le essayer toujours de faire de son mieux, parce qu'en effet, on n'est pas parfait. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez déstabilisant, de se dire c'est d'une évidence assez forte, et en même temps, c'est un défi assez important de relever ça. Comment on peut... toi, tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là, tu as écrit des livres, tu as organisé aussi des rencontres, des cercles, des ateliers. Pour toi, comment on peut continuer à travailler ça? C'est en mixant les sources d'inspiration, le livre, la rencontre, je sais pas, le coaching. Comment on peut essayer justement de surmonter un petit peu ça et faire des petits pas jusqu'à pas enfin, c'est pas de fin en soi en fait, mais de continuer à avancer sur ce sujet. Ben, je pense que le grand tort que nous avons dans le domaine du développement personnel, c'est que, et ça, on est très, très influencé malheureusement par la culture nord-américaine, où des gens nous disent qu'on peut avoir tout tout de suite et sans effort. Je dis toujours la même chose en plaisantant, mais en gros, tu fais un stage de 2 jours et puis paf, ouverture de tous les chakras, crac, illumination cosmique. Un deuxième stage pour avoir l'abondance cosmique et 10 millions sur ton compte en banque, puis un troisième stage pour trouver l'âme sœur et ça y est, c'est bon. Et en réalité, ce discours-là fait des ravages et des dégâts considérables parce qu'il est juste 100% faux. Le développement personnel, c'est exactement comme les arts martiaux et c'est comme la spiritualité. Les arts martiaux, tu regardes des films de Maître Ueshiba à la fin de sa vie, ce monsieur qui avait pas loin de 80 ans, puis tu vois 2, 3, 4 attaquants avec un sabre, un bâton, un ci, un ça, se ruer sur lui, puis gicler dans tous les sens. Tu sais même pas comment il a fait. Mais oui, mais tu vois l'aboutissement de décennies de pratiques, tu vois. Quand tu vas t'inscrire dans un club de judo ou d'aïkido ou de karaté, tu sais que c'est 10 ans de ta vie que tu vas consacrer pour arriver à ce niveau-là. Comme si tu décides, moi je suis pianiste depuis très longtemps, si tu décides de faire du piano, il te faudra probablement le même temps pour bien maîtriser les études de Chopin ou l'intégrale des sonates de Beethoven. Tu ne vas pas faire un stage d'un week-end de piano, puis lundi dire c'est bon, tu vois. Dans la spiritualité, il n'y a pas un grand lama, il n'y a pas un grand imam, rabbin, il n'y a pas un être de grande réalisation intérieure qui soit arrivé, clac, en claquant des doigts. Les fils de Miguel Ruiz qui enseignent aujourd'hui, ils ont les 2 aînés, ils ont attendu d'avoir pratiquement 30-35 ans avant de commencer à enseigner à leur tour. Ils ont beau être les fils de Miguel Ruiz, il fallait qu'ils fassent leur chemin, qu'ils apprennent que
petit à petit, ils soient en mesure de faire quelque chose. Donc, la clé, je pense, et moi j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus dans toutes les formations que je donne, la clé, c'est d'inscrire ce travail-là dans la durée. Si vous commencez le développement personnel aujourd'hui, visez où vous en serez dans 10 ans. Alors 10 ans, on se dit, ah, wow, c'est loin. Mais non, c'est pas loin. D'abord, vous allez voir des améliorations dans 3 mois, dans 1 an, puis vous en verrez d'autres dans 2 ans, dans 5 ans. Mais n'imaginez pas que vous allez maîtriser les accords Toltec en ayant lu le livre une fois, puis en ayant collé le marque-page sur votre frigo. Ça ne va pas fonctionner comme ça. On a des années de pratique d'une parole pas impeccable. On a des années de pratique à faire des suppositions tout le temps. On a des années, des décennies de pratique à tout prendre personnellement, à réagir à tout ce que dit, à être susceptible. On ne va pas changer ça du jour au lendemain. Même la CNV, si vous allez faire un stage de CNV et un stage de perfectionnement, etc., bien sûr que vous allez acquérir des petits outils qui déjà vont vous donner de la satisfaction. Tout d'un coup, vous direz, ah ouais, là avant, j'aurais réagi comme ça, ou j'aurais dit ça. Là, j'ai réussi à… Voilà. Et puis, vous rencontrez des gens qui ont 10 ans de pratique de ça, et puis c'est même plus une méthode, c'est une façon d'être. C'est quelque chose qui est complètement intégré à l'intérieur de soi. Donc, vraiment, se donner du temps. On a passé 15 ans sur les bancs de l'école à faire des maths, de la géo, du français, etc. Eh bien, à l'école de la vie, toute capacité fondamentale qu'on a envie d'acquérir, ça demande du temps. Mais sincèrement, quand on voit ce que ça apporte, franchement, des fois, je dis en plaisantant, il faudrait organiser les championnats du monde du développement personnel. Parce que des gens sont capables de passer 10 ans de leur vie à maîtriser la course, le saut en hauteur, le lancer du disque ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a des disciplines où il y a des prix faramineux, on est vu à la télévision, on touche beaucoup d'argent si c'est le tennis ou le foot, etc. Dans le développement personnel, il n'y a pas un premier prix, il n'y a pas un podium, il n'y a pas des millions à gagner. Et pourtant, moi, j'estime que ce qu'on gagne vaut infiniment plus que ça. Parce que c'est une richesse intérieure que rien ni personne ne peut te prendre. Tu as ça pour la vie entière, tu vois, ce capital-là. Alors, il faudrait organiser un truc mais pour mettre un peu de fun là-dedans. Moi, j'ai vu, tu as peut-être vu ça sur TED, j'ai vu un gars, enfin, j'ai vu deux trucs sur TED. Un type qui manie, comment on appelle ça, le diabolo. Mais tu verrais ce qu'il fait, mais c'est juste prodigieux. Et un autre, c'était le billard. Il faisait des choses, mais avec un billard français absolument incroyable. Et on se dit, mais ces gens, ils ont dû passer au moins 10 ans de leur vie à maîtriser le diabolo ou le billard. Bon, c'est magnifique, c'est beau, ça fait des belles vidéos sur YouTube. Est-ce que ça change foncièrement leur vie, leur relation à leurs femmes, leurs enfants, leurs voisins? Voilà. Je ne veux pas dénigrer ces activités-là. Preuve en est, je suis capable d'admirer la maîtrise et l'excellence là-dedans. Mais franchement, est-ce que ça ne vaut pas la peine de se dire, et si j'excellais à être moi-même, à pleinement développer les ressources que j'ai, c'est-à-dire la tête, le cœur, le corps, et puis aller aussi une dimension spirituelle, si on ose rêver 2 secondes. Franchement, moi, c'est ça que je souhaite pour tout le monde. C'est qu'à une époque où les gens osent nous parler de transhumanisme, ce qui est une monstre foutaise, je dis, mais on ne peut pas aller au-delà de l'humain alors qu'on ne sait même pas encore ce que c'est. Konrad Lorenz, je ne sais plus ce qu'il était, il était éthologiste ou allemand, il avait fait cette boutade extraordinaire. Il avait dit, excuse-moi, juste une seconde, je peux? Bien sûr, aucun problème. Je n'ai pas perdu le fil. Je disais, Konrad Lorenz disait, j'ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. C'est nous. J'adore cette boutade parce que, sincèrement, oui, l'être humain, il n'est pas encore arrivé à maturité. Les gens qui veulent faire du transhumanisme, pour moi, c'est comme mettre un cocon sur un drone. Un cocon sur un drone, ça ne fera jamais un papillon. Ce n'est pas l'homme prétendument augmenté à coup de cellules, de machins, de gadgets électroniques. C'est un homme en réalité complètement diminué, c'est un humain atrophié qu'on prive d'aller développer un potentiel absolument vertigineux qu'il y a. Moi, je pourrais faire un livre entier sur les gens que j'ai rencontrés durant les 40 dernières années.
qui ont des compétences qui semblent relever de la science-fiction, sauf que tu es là, ils sont devant toi et tu les vois faire des choses et tu te dis, purée, wow. Si eux sont capables de faire ça, bah, comme ils sont humains, je suis humain, ça veut dire que c'est un potentiel qui est là, qu'on peut tous développer. Et c'est Et moi, j'ai qu'une passion, c'est de favoriser l'émergence de cet humain dans toute sa beauté et sa splendeur. Mais c'est très intérieur. C'est quelqu'un qui fait qui maîtrise le diabolo, on peut le voir facilement, même si on ne connaît pas le diabolo, on se dit waouh, ça a l'air d'être fort ce qu'il fait, ça peut donner envie. Alors que là, on est sur des choses qui sont très presque de l'ordre de l'intime, de l'intérieur, qui ne se voit pas. Quelqu'un qui va être surprend les accords Toltec, qui va être très à l'aise avec ces accords-là. Est-ce que tu dis que ça se voit, tu vois, on voit ces gens, ça émane d'eux. Comment tu dis que Alors, un livre. quand je disais ça, je pensais à plusieurs choses. Mais effectivement, bon, si on reste juste sur le registre relationnel et émotionnel, moi, il y a des gens que j'ai côtoyés où quand tu les vois faire au quotidien, moi, il y a des gens que j'ai côtoyés sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, et tu les regardes et tu te dis, mais c'est juste incroyable. Il y a une espèce de fluidité, il y a un alignement intérieur. Tu te dis, mais il n'y a juste rien qui peut les déstabiliser. Tu sais, des gens que tu vois jamais vexés, que tu vois jamais piquer une colère, que tu te dis, attends, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vu quelqu'un comme ça? Et tout d'un coup, tu te dis, ah, donc il y a des gens qui sont capables de traverser toutes les circonstances de la vie et de garder cet équilibre, cet alignement, ce rayonnement, une présence, une vie. Bah, franchement, moi, ça, je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Bon, c'est qu'un exemple. Après, tu as des gens qui font des choses incroyables. J'ai vu des gens guérir avec le feu, enfin, faire toutes sortes de choses où là aussi, tu te dis, waouh, là, on est quand même dans un autre registre. Donc, il y a tout un potentiel extraordinaire à développer dans l'être humain, mais pour ça, encore faut-il le vouloir, encore faut-il savoir que ça existe, puis ensuite être prêt aussi à prendre le temps nécessaire pour petit à petit développer ça. Ah oui, c'est ça, c'est ce côté prendre le temps. Et c'est vrai que bah, voilà, on a tendance à avoir beaucoup de choses. On a même des personnes qui regardent des séries en accéléré. On va toujours tout aller plus vite parce on veut faire rentrer plein de choses dans peu de temps. Euh, et du coup, on entend plein de choses différentes qui ne sont pas forcément en effet dans le bon sens, qui peuvent alimenter des croyances qui sont pas justes. Comment on peut, est-ce que, c'est peut-être pas négatif, mais est-ce que c'est négatif on a du mal à s'y retrouver finalement peut-être aujourd'hui, comme c'est un sujet qui est devenu assez de plus en plus commun, on a de plus en plus de coachs, de thérapeutes, d'ateliers, de bouquins. Euh, quel est ton avis sur le sujet? C'est positif parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de choses ou faire attention parce que certaines pratiques peuvent être contre-productives. Cette logique de ah bah, finalement, si je fais 2 jours à 10 000 euros les 2 jours, je peux finir millionnaire dans 45 jours. Comment on peut s'y retrouver dans tout ça? Comme toute pratique, à partir du moment où elle devient un peu plus populaire, il y a tout, il n'y a pas que du positif. Bien sûr. On peut s'y retrouver aujourd'hui, il faut faire confiance aux auteurs de renom. Comment on Non, 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 il ne faut certainement pas faire confiance de manière aveugle. Tu sais, un de mes chevaux de bataille, un de mes dadas, c'est le discernement. Et malheureusement, c'est quelque chose qui fait beaucoup défaut aujourd'hui parce que sous couvert de développement personnel, sous couvert de, comment dire, de développer le cœur, de développer les relations humaines, de développer quelque chose de plus beau avec la nature, d'aller vers le chamanisme, vers la spiritualité, etc. Tout d'un coup, c'est comme si il y a une part de ce milieu-là qui s'est mis à diaboliser l'intellect, diaboliser le mental. Le cœur, c'est formidable, le mental, c'est nul. Et ça, malheureusement, c'est juste n'importe quoi. On a autant besoin d'avoir un cœur épanoui, un cœur qui n'est pas soumis à des hauts et des bas émotionnels permanents, qu'on a besoin d'avoir un mental qui a un vrai discernement. Et aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, c'est vrai, il y a à boire et à manger, il y a du grand n'importe quoi et des choses très sérieuses, et que vu la pléthore de livres, de méthodes, de stages, etc., ben, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Moi, j'ai utilisé très jeune une tactique très simple, c'était de me dire, OK, le livre, c'est bien,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme ou la femme qui est derrière le livre. Voilà. Mm. Donc, dès l'âge de 21 ans, je suis allé rencontrer les auteurs de certains livres qui me marquaient beaucoup pour voir comment ils étaient eux. Est-ce qu'ils vivaient ce qu'il y avait dans leurs livres? Est-ce qu'ils étaient conformes à ça? Et j'ai beaucoup, beaucoup appris comme ça, parce que le premier livre, c'est la personne que tu as devant toi. Voilà. On est tous des livres ouverts. Et les gens, consciemment ou inconsciemment, décodent très bien. Et avec l'entraînement, on sait vite faire la différence entre quelque chose qui est juste du show, qui est juste du bluff, ou des gens qui ont vraiment patiemment construit quelque chose à l'intérieur. Et puis, euh, et puis ça rayonne, c'est là, et ça donne du poids, ça donne de la force à leurs propos. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de discernement, pas se laisser embobiner par des discours commerciaux, mais qui émanent de personnes où visiblement il y a une construction qui est inachevée à l'intérieur. Mhm. Oui, oui, oui. OK, merci. Euh, pour terminer, la première box qu'on a prévu de lancer, elle sera sur la thématique très large de la gestion des émotions. Est-ce que toi, sur cette thématique, ça t'évoque des choses? Est-ce que tu as une expérience à partager, des conseils à partager sur cette logique de gestion des émotions? Ben, je vais en revenir directement à ce que j'ai déjà évoqué, parce que pour moi, la communication non violente, elle s'inscrit vraiment dans cette façon de s'ouvrir à toute cette dimension émotionnelle qui est omniprésente dans notre société. On a fait semblant qu'elle n'existait pas. On a fait semblant de croire qu'on était une société gouvernée par l'intellect, la raison, les faits, la science. Mais en réalité, on est tout aussi sujet à des sentiments, des émotions, de l'affect que nos prédécesseurs. Et à ne pas avoir les outils pour ça, ben on est souvent les victimes de notre propre vie émotionnelle. Donc tout ce qui va nous permettre de pouvoir identifier ce qui se passe en nous, qu'est-ce que je ressens, pourquoi est-ce qu'elle a, d'où ça vient, à pas aller projeter ces émotions sur les autres en les rendant responsables de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un gain absolument considérable. Donc que ce soit la CNV ou encore une fois les accords Toltec, le deuxième ne prend pas les choses personnellement. Non mais sincèrement, demande à 100 personnes autour de toi, est-ce que vous connaissez une seule personne, une seule, pas 10, pas 100, une seule personne qui est capable de ne pas prendre les choses personnellement? Moi, sincèrement, dans ma vie, j'en ai peut-être rencontré 2 ou 3 et je m'estime très, très chanceux. Mais c'est rarissime. La réalité, c'est qu'on est tous en train de prendre sans arrêt les choses personnellement. On est tous en train d'avoir des réactions émotionnelles et si je réagis, ben, je n'agis pas, je ne fais qu'être, on m'appuie sur ce bouton-là, je pleure, on m'appuie là, je me vexe, on m'appuie là, je me mets en colère, etc. Je suis un être réactif, je ne suis pas un être qui agit. Donc, des outils comme ça, peuvent nous aider progressivement. C'est un cheminement. Et pour répondre encore plus précisément à ta question d'avant, euh, lire un livre, c'est bien, mais ça suffira jamais. Il faut pratiquer. Pratiquer tout seul, c'est bien, mais c'est difficile. Et l'idéal, c'est de pouvoir pratiquer à plusieurs. Quand les accords Toltec sont sortis, des groupes se sont créés à Genève, à Lyon, à Bruxelles, ailleurs, de gens qui avaient envie ensemble de cheminer là-dessus. Tu ne vas pas apprendre l'aïkido ou le karaté tout seul chez toi devant ton miroir en faisant des mouvements dans le vide. Il y a besoin d'un vis-à-vis. Donc tout ce qui est travail en atelier, en groupe, en retraite, que ce soit des fois une retraite de 10 jours ou que ce soit un rendez-vous quotidien toutes les semaines de 2 heures pour pratiquer tel outil, c'est ça qui nous permet vraiment d'aller de l'avant, de s'enrichir du retour des autres et de progresser. Les livres sont formidables, hein, je suis bien passé pour le savoir, mais ils ne suffisent pas s'il n'y a pas une pratique, et j'ai envie de dire une pratique collective, une pratique avec d'autres, parce que c'est comme ça que petit à petit, on va s'améliorer. Donc voilà, par rapport à la gestion des émotions, voilà 2 outils, mais il y en a plein, plein d'autres, hein. Je donne ces 2-là parce que c'est les premiers qui me viennent, et puis qu'ils sont quand même assez connus et assez éprouvés. Et ils peuvent vraiment nous aider petit à petit
à apprivoiser plutôt que contrôler notre vie émotionnelle, à en faire quelque chose qui nous enrichit, qui enrichit nos échanges avec nos proches, nos collègues, nos enfants, nos conjoints, nos amis, etc., plutôt qu'être là à essayer avec le mental de contrôler ses émotions. Et puis en général, ça se finit très mal, hein. On n'est pas sûr de gagner. Non, en effet. Et plus personnellement, toi, comment avec le travail que tu as fait sur ce sujet-là, comment tu arrives à te placer toi-même par rapport à ce que tu as pu apprendre, ce que tu as pu travailler, ce que tu aurais encore envie de travailler? Si tu arrives à regarder le parcours que tu as fait, à regarder où tu en es et de te projeter, comment tu fais toi personnellement sur ce sujet? Alors oui, déjà, j'arrive à voir le parcours fait, à me retourner puis à me dire, ah ouais, bah, si je regarde où j'en étais à l'âge de 20 ans, tu vois, je vois effectivement qu'il y a eu tout un patient, mais vraiment, j'insiste, patient, parcours de fait qui a allié toujours les deux pôles, hein. Pour moi, la motivation première de ma vie, ça reste la spiritualité. Mais j'ai aussi la conviction aujourd'hui que la spiritualité, sans l'apport de toute la psychologie, la psychothérapie, le développement personnel, etc., peut amener des déséquilibres qui sont aussi assez fâcheux. On a besoin des deux. Et moi, je vois comment ça a changé ma vie. Ça a changé mon rapport à moi déjà, puisque Mhm. j'étais à 20 ans, mais dans un jugement de moi permanent. Je me trouvais nul dans ci, dans ça, etc. J'étais plein de culpabilité, je ne m'aimais pas, j'étais en guerre intérieure permanente. Puis forcément que quand on est en guerre intérieure permanente, ben ces conflits-là vont se projeter dans les relations qu'on va vivre aussi bien dans le plan familial que dans le plan professionnel. Donc, il y a tout un chemin qui s'est fait et qui fait que moi, j'ai jamais, je vais avoir 60 ans cette année, j'ai jamais un moment où je me suis dit, ah ouais, c'était mieux quand j'avais 40 ans ou quand j'avais 50 ans. Non, je vois comment les années et la pratique régulière amènent quelque chose de tellement plus agréable, tellement plus posé, ce qui fait que j'apprécie pleinement ma vie là, aujourd'hui, maintenant, sans aucune nostalgie pour une époque où ça aurait été soi-disant mieux, tu vois. Ouais, non, super. Et, Ça m'empêche pas de voir le chemin qui reste à faire, hein, non plus. mais oui, c'est le chemin. Il y a pas de fin à ce chemin d'ailleurs. Enfin, on peut toujours. En tout cas, s'il y en a une, j'y suis pas, ça c'est sûr. Et est-ce que on peut motiver quelqu'un à se pencher sur ces sujets-là? Je pense à ça parce que ce qui arrive assez souvent, nous, principalement sur la logique de cocon familial et d'aborder ce sujet-là dans la famille, mais parfois on peut avoir un des deux parents qui va être sensibilisé au fait et qui a envie d'échanger là-dessus en famille, d'aborder tous ces éléments-là. Et puis, on peut en avoir un qui est peut-être un peu plus réfractaire parce que pas dans sa culture, pas dans ses modèles éducatifs, etc. Comment on peut faire pour ces personnes qui du coup, c'est un petit peu coincées chez eux, de dire est-ce que je peux motiver quelqu'un? Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment interne et c'est vraiment quand la personne a envie d'y aller? Est-ce qu'il y a des conseils ou des choses à partager pour ces personnes-là? Oula, on pourrait faire toute une séance rien que sur cette question parce que alors d'abord, j'en reviens à ce que je disais pour les enfants. Je disais l'important c'est d'être un exemple, mais ça vaut aussi pour les adultes. C'est-à-dire si on commence à être casse-pied avec son conjoint, son partenaire, parce qu'il n'est pas comme ci, qu'il ne comprend pas ça, qu'il ne veut pas faire ci, pas faire ça, déjà là, en général, c'est très mal barré, hein. Euh, Donc, première chose, être un exemple soi-même au quotidien avec les personnes qui nous entourent, que ce soit les enfants justement le partenaire. Et puis après, laisser à chacun son rythme et son chemin. J'entends. Euh, D'abord, si on a choisi ce partenaire, c'est qu'on s'entend pour tout un tas de bonnes raisons, donc pas oublier ça quand même, que cette personne a probablement tout un tas de qualités et de compétences qui viennent en complément des nôtres, et savoir composer avec ça, parce qu'il y a beaucoup de maladresse quand même dans les couples, beaucoup d'exigences sur l'autre ne comprend pas, il n'est pas ci, il n'est pas ça, etc. Mais je te dis, en fait, on pourra en parler une heure, rien que de tout ça, parce qu'avec les meilleures intentions du monde, il y a beaucoup de maladresse dans la façon de gérer
le rythme particulier. Et quelquefois, plus tu veux pousser ton partenaire, non, il faut que tu lises ce bouquin, tu sais, ça te ferait du bien, et puis ça serait bien pour les enfants, et ci et ça. Puis en fait, tu vas arc-bouter la personne contre ce que tu es en train de dire. Et donc, plus elle va s'arc-bouter, plus tu vas insister, plus ça va finir en clash, ce qui est exactement le contraire finalement de ce qu'on essaye de faire. Donc, ça demande beaucoup de subtilité. Je dirais que c'est là, c'est dans ce creuset-là, c'est-à-dire la famille, le foyer, qu'on voit où est-ce qu'on en est dans la capacité de mettre en œuvre ces outils. Voilà. Ouais. Franchement, moi j'ai souvent dit, et c'est vrai, je dis, mais si moi, j'arrive pas, par certains moments dans ma famille, à mettre en œuvre ces outils-là, mais il y a eu des moments où j'étais prêt à annuler certaines de mes conférences et de mes ateliers en disant, mais qu'est-ce que je vais aller faire le beau devant 200 personnes si à 4, à 5, j'arrive pas à vivre ça? Parce que c'est mon terrain de jeu, c'est mon terrain d'expérimentation quotidienne. Et forcément qu'il y a des fois où ça se passe bien, puis des fois moins bien. Puis au travail, ben, tu as peut-être le collègue qui est juste exactement l'antithèse. Ah, mais si seulement il était comme ça. Ben oui, mais le monde est comme ça, les gens sont comme ça, notre époque est comme ça. Comment est-ce que je compose avec les gens comme ils sont, le monde tel qu'il est, et arriver à aller de l'avant? Et là, j'en ai juste dit un mot il y a un moment, mais Byron Katie en particulier, elle est géniale. Son livre Aimer ce qui est, la plupart de ses bouquins, ses vidéos, c'est vraiment une manière pour moi d'arriver à se réconcilier avec la réalité telle qu'elle est, les gens tels qu'ils sont, le gouvernement tel qu'il est, le voisin tel qu'il est, et comment je vis avec ça d'une manière qui soit épanouie. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Olivier. C'était aussi enrichissant que sympathique comme petit échange. On va terminer là. Mais juste avant, est-ce que toi, quels sont tes projets? Est-ce que tu as des choses, tu veux en profiter pour dire ce que tu parles, un livre ou d'autres activités? Quelle est ton actualité à toi? Alors, ma grande actualité, c'est que j'ai mis un terme l'année dernière à 10 ans que j'ai consacré essentiellement à la thématique du pardon parce que c'est un formidable outil de guérison des blessures du cœur et qui permet aux gens de renaître libérés des fardeaux qui portent. Donc ça, j'ai terminé ça. Donc je suis dans une grande transition, on va dire, dans ma vie parce que 10 ans, c'est pas rien. C'était 10 ans à haute dose. Et j'ai écrit un livre sur les transitions qui s'appelle Lâche ton trapèze et attrape le suivant. Et dans les transitions, il faut accepter cette période ni-ni. Je ne suis plus dans la période d'avant. Je ne suis pas encore tout à fait dans la période d'après. Je suis comme dans le sas, dans un sous-marin, ni dans le sous-marin, ni dans l'eau. Et donc voilà, je commence à entrevoir des choses qui vont se mettre en place, je pense, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et puis j'ai quand même un livre pour enfants de plus qui sort chez Père Castor le 25 août, le troisième album de mon petit lapin Pompon, là. Voilà, et puis il y a des choses qui sont en préparation pour la suite, mais c'est encore un peu tôt pour en parler et on va laisser ça mûrir gentiment. Très bien, faisons ça. Merci beaucoup. Avec joie, Vincent. Puis j'espère à bientôt pour continuer à échanger sur ce vaste sujet. Volontiers, et puis en tout cas plein de belles choses à ceux et celles qui nous écoutent et que ça soit un joli chemin pour chacun et chacune. Merci beaucoup.